Donc ça, c'est mes liens d'intérêt. Donc maintenant, Florence a parlé du diagnostic des néo-vaisseaux en ECT. On va essayer de voir parce que l'ECT, c'est un formidable outil pour diagnostiquer les choses, pour voir les choses, pour visualiser le néo-vaisseau. Ok, mais une fois qu'on a fait le diagnostic, il va y avoir une autre question qui est pas moins intéressante, de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Et surtout, est-ce que dans le suivi des patients en ECT, on peut avoir des arguments pour retraiter? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on suit un patient qui a atteint de DMLA, bon, la prise en charge est assez standardisée. On va faire une coupe ECT, on va refaire une autre coupe ECT si possible qui passe par le même endroit, et on va essayer de comparer ces deux coupes, et en fonction des modifications morphologiques, des épaississements, l'apparition de DSR gris, noir, logette, augmentation du DEP ou autre, hémorragie, ça va nous donner des arguments. Et ça, c'est assez codifié. Mais pour ce qui concerne l'angio-ECT, la question reste entière. Comment est-ce que le néo-vaisseau qu'on a su diagnostiquer de façon assez impressionnante avec cette machine non invasive va évoluer dans le temps? Donc voilà, donc aujourd'hui, ça c'est codifié. On a des IVT en fonction de l'OCT PSCAN, mais quelle place pour l'angio-ECT? Donc comme Florence l'a très bien expliqué, c'est un examen non invasif et reproductible. D'ailleurs, on a une étude qui a été soumise à Créteil récemment sur la reproductibilité sur une certaine machine. Et donc, lorsqu'on fait avec ou sans follow-up finalement des couples angio-ECT, on se retrouve avec des surfaces vasculaires qui sont assez comparables. Donc c'est un examen qui est reproductible même sans forcément utiliser le mode follow-up. Donc ça veut dire que lorsque le patient il a une fixation, c'est encore plus simple, et même lorsque le patient n'a pas de fixation et qu'il regarde à peu près tout droit, on arrive quand même à faire des examens qui sont assez comparables dans le temps, ce qui est très important pour pouvoir comparer deux coupes et avoir une décision thérapeutique en utilisant cet appareil. Donc c'est un outil diagnostique très puissant avec une analyse morphologique qualitative. On arrive à définir des morphologies. Donc on a publié l'aspect des néo-vaisseaux de type 2 qu'on a comparé à des méduses ou à des glomérules, l'aspect des néo-vaisseaux de type 3 qu'on a comparé à des mèches ou à des touffes, l'aspect, alors il y a eu d'autres classifications morphologiques, ce qu'on appelait les ciphanes, les corails, l'aspect en roue de bicyclette, enfin bon, ça il y a une profusion de descriptions sémiologiques, et il va falloir qu'on trouve une place dans le suivi à partir de cette analyse qualitative mais aussi quantitative. Et donc on va se retrouver face à deux éléments qu'on va pouvoir mesurer et suivre dans le temps: la qualité, c'est-à-dire la morphologie, et la quantité de néo-vaisseaux. La première chose à faire, c'est savoir qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on surveille. Et donc il va falloir choisir la bonne segmentation qu'on va mesurer et qu'on va surveiller. Et ça, la coloration nous aide beaucoup, parce qu'une fois qu'on a analysé une image et qu'on les a bien différenciées, on va suivre cette coupe, cette profondeur bien précise, et si on bouge de profondeur, on n'est plus comparable dans le temps. Voilà, donc ici un exemple de néo-vaisseaux qu'on a colorisé, et après on peut les identifier et les isoler. La chose très importante avant de suivre des néo-vaisseaux dans le temps, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mesure finalement. Et donc cette étude très intéressante qui a été publiée récemment a comparé le néo-vaisseau, la taille du néo-vaisseau, la surface du néo-vaisseau qu'on mesure en angio-ECT par rapport à celle qu'on mesure ce qui est encore le gold standard, c'est-à-dire l'ICG. Et on a voulu savoir si c'était la même chose. Et en réalité, c'est presque la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en ICG, la surface du néo-vaisseau est légèrement supérieure à celle qu'on retrouve en angio-ECT. Il y a deux raisons très simples à ça. C'est que ce qu'on mesure en angio-ECT, c'est ce qui est à l'intérieur des vaisseaux, ce qui bouge. Donc ça exclut la paroi vasculaire, alors que la paroi vasculaire pourrait s'imprégner par exemple en ICG. Et la deuxième chose, c'est qu'en ICG, on a quand même une très légère diffusion du colorant, bien que ça soit une grosse molécule. Elle peut quand même parfois un peu traverser la paroi des néo-vaisseaux qui est quand même immature par rapport en angio-ECT où ce n'est pas le cas. Et donc on a retrouvé quand même un aspect assez comparable, une quantité assez comparable en ICG par rapport à l'ECTA avec cette quantité légèrement supérieure de l'ICG par rapport à l'ECTA. Donc voilà un exemple de néo-vaisseau qu'on a colorisé, qu'on a isolé et qu'on a suivi dans le temps. Voilà. On y reviendra après. Alors, ce qui est utile avec les machines en ECT, c'est qu'elles permettent de faire de la mesure quantitative
de la surface néovasculaire. Donc c'est une mesure semi-automatisée, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va manuellement délimiter une surface néovasculaire, c'est tous les points pointillés, qu'on voit ici, d'accord, qu'on a mis à la main donc. Et au sein de cette surface, c'est ce qu'on appelle la surface néovasculaire, select area, ici, première ligne, vous avez au sein de cette surface que vous avez vous-même sélectionnée, vous avez la surface du nouveau vaisseau, ça veut dire la surface où il y a du débit. Et donc vous avez deux éléments, l'élément sélectionné et l'élément néovascularisé, la surface néovasculaire au sein de cet élément. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, vous avez aussi une surface sombre ici. Et on ne sait pas exactement, est-ce que la surface sombre finalement, elle n'est pas aussi importante que la surface qui est néovascularisée. Et donc on va voir ça dans la suite parce que ça peut avoir une importance, notamment dans les lésions fibrosées. Et donc dans cette... Ouais. Je peux poser une question? Oui. Tu pourras peut-être y répondre toi-même. Non, mais non, justement, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà essayé de penser à savoir si on pouvait corréler la diminution de la surface avec les autres paramètres qu'on a l'habitude, du fluide, de l'épaisseur, pour voir si d'habitude on dit bon, il n'y a pas de fluide, on arrête de traiter. Écoute, je te remercie pour cette question super intéressante qui n'était pas du tout préparée avant, mais je vais en reparler juste après. Ah, super. Donc on voit dans cet exemple-là, voilà, ici donc on a les deux paramètres qu'on a sélectionnés et on l'a mesuré dans le temps. Voilà, au fur et à mesure, chaque mois, on a la mesure de la surface néovasculaire et de la surface sélectionnée. Et à partir de ça, on peut faire des courbes et on peut mesurer dans le temps, suivre dans le temps. Alors voilà, ça c'est, pour le coup, on a mesuré dans la zone qu'on a sélectionnée, la surface néovasculaire, la surface non vascularisée, donc le noir, et on a le rapport le noir sur le blanc. Parce qu'on ne sait pas finalement, est-ce que c'est le plus important c'est le noir ou finalement est-ce que le plus important c'est le blanc. Alors lorsqu'on fait une OCT de scan, finalement, ce qui est important c'est le noir, le DSR. Vous avez su le DSR, vous allez traiter sur un DSR. Alors que le néo-vaisseau, il est en blanc dans le DEP. Et bien peut-être qu'en enjeu OCT c'est la même chose, on n'en sait rien. Alors on a développé un logiciel à toute l'équipe de Créteil, qui s'appelle le Fibrolysis Analyzer, où justement on a essayé de comparer la surface vascularisée, la surface non vascularisée, et de suivre tout ça dans le temps. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments à vous proposer là-dessus, c'est juste en expérimentation. Donc voici d'autres exemples avec cette surface néovasculaire qu'on a surveillée dans le temps. Et là, vous voyez cet aspect qui diminue, donc là je parle de quantité, on a moins de surface néovasculaire dans le temps au fur et à mesure qu'on traite le patient. Voilà d'autres exemples assez parlants, traités par anti-VEGF, avec au bout d'un certain temps une augmentation encore de la surface, ça veut dire une reprise évolutive du néovaisseau. Voilà deux exemples, là on voit très nettement la surface néovascularisée qui diminue dans le temps. Et on va avoir un phénomène qui est assez débattu. C'est Eric Speil qui a publié un papier là-dessus sur l'artériogenèse. J'en parlerai dans la qualité, mais vous voyez qu'on a un aspect qui devient assez typique une fois qu'on a traité le patient, c'est que les néovaisseaux, là, ils sont assez arborisés, il y a beaucoup de capillaires, il y a une arcade anastomotique, comme on a parlé Florent juste avant, et là, on a moins de capillaires, on a des vaisseaux qui semblent plus rigides, plus rectilignes, et moins anastomosés entre eux. Et c'est un phénomène qu'on appelait artériogenèse, qui n'est pas VEGF dépendant, en fait, et qui n'est pas anti-VEGF non plus dépendant. Donc une fois qu'on a traité un patient, c'est différent de la reprise évolutive d'un néovaisseau. C'est-à-dire que si vous laissez évoluer un néovaisseau sans traitement, c'est pas évident qu'il devienne comme ça. Voici d'autres exemples de néovaisseaux qu'on a traités avec la surface qui diminue. Voilà, encore un dernier exemple. Et maintenant, on va s'intéresser à la qualité. Une fois qu'on a vu la quantité, la surface du néovaisseau, on va voir comment est-ce qu'on peut décrire ce néovaisseau qui évolue après traitement. Donc là, on a un aspect de néovaisseau de type 2, classique, néovaisseau visible. Voilà en enjeu OCT ce que ça donne par rapport à l'angiographie et à la fluorocéie. Donc on voit l'aspect tout à fait superposable des deux examens. Voilà la différence, angiofluo, angio-OCT. On voit que quand même la définition est quand même plus aisée et plus facile donc en OCT angiographie. Et on a traité le patient. Là, on voit 8 jours après, donc un examen très précoce, on voit qu'on a ce qu'on a appelé une fragmentation du flux.
D'accord, le néo-vaisseau est moins visible. En fait, on peut moins suivre ses contours. Pardon. On a une réduction de la densité, donc du blanc, hein, de la densité, c'est-à-dire que c'est l'importance du blanc, et on a moins de collatéral. On a une altération de l'arcade anastomotique tout autour, elle est moins visible. Un mois après, le vaisseau se reperfuse et on recommence à bien le voir, hein, avec une reperfusion des canaux qui étaient préexistants. L'arcade anastomotique revient, se reperfuse également. Donc on a pris ce néo-vaisseau et on l'a suivi dans le temps. Voilà, 4 mois. On voit qu'il se passe des choses, il se remodèle, il y a une remodélisation au fur et à mesure du temps. Et là, par exemple, on a 5 mois, on voit qu'il y a un petit bouquet périphérique, une reperfusion, une réactivation qui est localisée. À 6 mois, une fois qu'on a traité le patient, ça a disparu. Et à 8 mois, on a une reperfusion qui est un peu plus globale. Voilà d'autres exemples, hein, sur lesquels je vais passer. Et je vais revenir à notre patient. Et là, pour répondre à ta question, Florence, donc, on a fait une analyse à la fois qualitative et quantitative, c'est-à-dire que là, vous avez la surface néovasculaire, donc VSLRR. Vous avez, à chaque fois qu'on a dû le traiter, et vous voyez que ce n'est pas forcément corrélé. Là, par exemple, on voit qu'on a diminué la taille et pourtant on retraite. Ici, on a augmenté la taille, bon, il y a eu un retraitement, et le critère de retraitement était uniquement sur l'OCT BSCAN, donc sur les critères classiques. Et donc, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'OCT A et l'OCT B. Peut-être que l'OCTA est plus sensible que l'OCTB, on n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas forcément corrélé. Il n'y a pas de linéarité entre les deux. Donc, tout ça pour revenir sur l'artériogenèse, on voit que la reprise la genèse d'une néovascularisation, de capillaire, elle est liée à l'effet VEGF, et les VEGF dépendantes. Par contre, le fait d'arriver à l'artériogenèse, le côté plus rigide des néovaisseaux, le côté moins de, comment dire, une surface plus rigide, plus rectiligne, ça c'est pas VEGF dépendante. Et ça c'est l'article que Spade a écrit pour décrire cet aspect, cette artériogenèse avec cet aspect plus rigide des néovaisseaux. Juste un mot pour finir, puisqu'on parle de suivi, pour parler de ces densités de flux. Il y a une cartographie qui a été développée par certains constructeurs qui permet également de surveiller la vascularisation, donc les territoires d'ischémie, en angiO-ECT après les injections. Donc c'est assez utile. La seule chose dont il faut se méfier chez ces patients, c'est de l'œdème maculaire. Parce qu'il faut absolument comparer à l'OCT en face, parce que ce qui est noir, ce n'est pas forcément de la non-perfusion, ça peut être juste des logettes d'œdème qui prennent de la place et qu'on peut prendre à tort pour une surface de non-perfusion. Voilà, donc en conclusion, ne pas oublier les deux côtés, la qualité, donc la morphologie, et la quantité, la surface néovascularisée. On voit que les troncs nourriciers restent quasiment toujours perfusés pendant le suivi. Et le rebond néovasculaire, ce vaisseau qui refleurit finalement, c'est peut-être un signe précoce d'activité et d'excitation. En tout cas, ce n'est pas encore à ce jour un critère de retraitement. Peut-être ça le deviendra. Merci. Est-ce que vous avez des questions là, sur les premières choses qu'on a parlé? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous voulez qu'on reprécise certaines choses? Oui. Remarque, concernant l'analyse de la surface, là vous parlez beaucoup de surface, mais est-ce qu'on n'est quand même pas confronté à une prolifération qui est dans les 3 dimensions de l'espace? Tout à fait. Il faudrait parler de volume et de la surface. On n'est pas un petit peu juste court en raisonnement, en se disant on raisonne en surface alors qu'il faudrait raisonner en... Alors votre raisonnement, vous pouvez l'appliquer aussi à l'OCT, BSCAN, puisqu'on est en surface et on analyse une coupe. Donc c'est la même chose en fait. En réalité, il faudrait analyser toutes les coupes et dire chaque coupe, est-ce qu'on a augmentation? Peut-être. Ce qu'on a appliqué à l'OCT BSCAN, on l'a appliqué ici à l'OCTA, c'est-à-dire qu'il faudrait raisonner en termes de volume, et on l'a fait d'ailleurs parce qu'on a développé un logiciel qui s'appelle le REVA Analyzer, qui analyse les volumes, les volumes de DSR, les volumes de DEP. C'est très important en réalité, les volumes de DSR et de DEP, c'est ça en réalité qu'on devrait traiter en premier. Mais les outils encore ne permettent pas de le faire en pratique clinique. Mais c'est tout à fait vrai. Après tout, si on voit une forme, on va dire,
une régression de l'activité néovasculaire sur un plan, mais on est peut-être avec une hyperactivité au-dessus ou en dessous. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai aussi en OCDB. Là, aujourd'hui, de toute façon, ce qu'on fait, c'est une course. C'est-à-dire que quand on va mesurer, on va se dire, bon, bah, je prends la coupe capillaire, la segmentation capillaire, bah, en fait, en réalité, je serai à un niveau où je verrai le vaisseau, je ne vais pas avoir en fait globalité, je vais avoir une coupe. Alors après, le CTA peut aussi prendre une coupe plus épaisse, ce qui permet de prendre la globalité du nouveau vaisseau. Mais c'est vrai qu'on est un peu moins précis. C'est plus difficile à lire.